En ce début de matinée, tout est encore calme aux abords du Panthéon. Mais derrière les grilles encore fermées, le monument se réveille doucement. François Pournain est agent d'accueil. Ce matin, c'est lui qui est chargé d'ouvrir la crypte avant l'arrivée du public. Une à une, les portes des caveaux sont ouvertes et l'opération réserve parfois quelques surprises laissées par les visiteurs de la veille. Là, nous entrons dans le caveau qui est un des plus célèbres au Panthéon. C'est le caveau où reposent Pierre et Marie Curie. Et bien, regardez, nous avons une carte qui leur est adressée. Chère Madame Curie, merci pour vos percées scientifiques, respectueusement. C'est fréquent ce genre de petits mots sur les tombeaux? Bien sûr. Maintenant, avec l'arrêt des tickets de métro en carton, on en a moins. Ah, parce qu'avant, c'était sur les tickets de métro. Avant, les gens souvent prenaient dans leur poche un petit ticket de métro, marquaient un petit message, puis le posaient. Un peu plus loin, chez les écrivains, une lettre arrivée d'Amérique quelques jours plus tôt. C'est un jeune élève de 6e au Texas qui a lu Les Trois Mousquetaires et qui a voulu remercier Alexandre Dumas. Avec 84 panthéonisés à ce jour, la crypte compte encore plus de 200 places vacantes. Avant l'arrivée d'un nouveau pensionnaire, Marc Bloch. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Jean Moulin, Émile Zola, Aimé Césaire ou Simone Veil, l'histoire de France en filigrane. Pour ce passionné d'histoire devenu leur ange gardien, les côtoyer reste un privilège même après 20 ans de service. On se sent toujours aussi petit par rapport à toutes ces grandes personnalités qui ont marqué l'histoire. Et puis, on ne peut pas s'habituer à être entouré d'aussi de grands hommes et de grandes femmes de la nation. Mais à l'origine, rien ne prédestinait l'endroit à accueillir ces illustres personnages. Pour retracer l'histoire du monument, il faut prendre un peu de hauteur. Cette croix chrétienne est là pour le rappeler. Au départ, le Panthéon devait être une église. Un cadeau du roi Louis XV à Sainte-Geneviève, la sainte patronne de Paris, pour la remercier de l'avoir guérie d'une maladie. Voilà pourquoi Sainte-Geneviève est omniprésente sur ces grandes fresques intérieures. La première pierre est posée en 1764. L'architecte Soufflot va s'inspirer de grands édifices comme le Panthéon de Rome ou la basilique Saint-Pierre au Vatican. Avec sa forme en croix, ses 22 colonnes en façade et surtout un dôme pour en mettre plein la vue. C'est la prouesse architecturale du Panthéon. Un ingénieux système de 3 coupoles, posées les unes sur les autres, conçues pour répartir au mieux ces 17 000 tonnes et éviter qu'ils ne s'effondrent. Et chacune de ces 3 coupoles a un rôle bien précis. Donc là, nous sommes dans la partie supérieure d'une première coupole qui est elle-même recouverte par une deuxième coupole qui supporte une fresque. Ça constitue ce qu'on appelle le ciel du monument quand on se tient à l'intérieur. Et elle est en plus mise en lumière de manière très spécifique. Le troisième dôme, la première utilité, c'est de protéger de la pluie, des intempéries, c'est tout cet ensemble-là. Mais en même temps, il a une intention presque urbaine qui est d'inscrire et d'aller le plus haut possible pour montrer l'importance du bâtiment, parce que c'est un des projets royaux les plus importants de l'époque, dans le grand paysage parisien. Grâce à son lanterneau, le bâtiment culmine à 83 mètres, vue imprenable sur Paris et sur la rue Soufflot, tracée à l'époque pour donner de l'air au bâtiment et permettre aux Parisiens de l'admirer comme il se doit. Après 30 ans de travaux, l'église est presque achevée, mais en 1791, changement de programme. Les révolutionnaires s'en emparent pour en faire une nécropole dédiée aux grands hommes. Les 2 clochers à l'arrière sont démontés. Pour imposer l'atmosphère d'un tombeau national, les grandes fenêtres qui inondaient la nef de lumière sont murées. On en distingue encore les traces aujourd'hui. Quant à la devise « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante », elle prend place sur le fronton de ce qui devient alors un temple de la nation. Église, Panthéon. L'histoire va sembler hésiter tout au long du XIXe siècle au gré des changements de régime. L'édifice redevient église en 1806, re-Panthéon en 1830, puis à nouveau église en 1851, avant d'être consacré Panthéon pour de bon en 1885 avec l'entrée de Victor Hugo. Cette histoire mouvementée, on en trouve de multiples traces dans les murs du monument.
Un joyeux mélange de symboles républicains et religieux. Avec en point d'orgue, cette statue de la Convention, là-bas tout au fond, savamment posée à l'endroit de l'ancien hôtel. C'est vraiment un monument qui est dédié à la Révolution française et bien sûr à la République. Et puis quand on lève la tête, on voit ce Christ qui montre à l'ange de la France les destinées de son peuple. Un jeu de piste pour le public qui peut aussi profiter d'une expérience scientifique grandeur nature. Celle du pendule de Foucault, qui se déroula ici même en 1851. Ça sert à démontrer que la Terre tourne. C'est un peu complexe à comprendre, mais très intéressant. Quant au lieu, difficile d'y rester insensible. C'est magnifique. C'est magnifique. On est un peu mis en face de l'histoire de France. C'est impressionnant. Ouais. Vous l'aurez compris, l'histoire du Panthéon n'a pas toujours tourné rond. Et ce, dès le départ. Les caisses de l'État étant vides, il a été financé par 3 loteries populaires. Un loto du patrimoine, avant l'heure.